Bonjour les amis de la raison, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo parce qu'on commence à être attaqué sur YouTube, histoire de copyright. Il faut savoir que normalement on a le droit quand même, on a le droit de justement commenter le contenu d'autres YouTubeurs ou d'autres médias. Effectivement, c'est ce que je fais depuis un certain moment. Vous m'envoyez des vidéos, etc. Ce qu'on va faire, là, on va uploader une nouvelle vidéo. On a Madame Tint qui justement s'est sentie peut-être vexée par rapport à ce qu'on a dit. Je l'invite, cette jeune femme, à débattre. Il n'y a pas de problème. Moi, je suis ravi de débattre. Mais apparemment, c'est un peu plus facile finalement d'aller nous dénoncer sur YouTube. C'est un peu dommage parce que l'idée c'est vraiment qu'on grandisse ensemble et je suis sûr qu'on avait beaucoup de choses à te dire. Donc mademoiselle ou madame, n'hésitez pas, je serais ravi de discuter avec vous. J'estime que quand on écrit un livre, moi-même étant écrivain, c'est pour débattre. Donc à très bientôt. Qui a passé son temps à faire ses preuves. Notre invité du jour est un homme multidimensionnel. C'est inimaginable aujourd'hui. Je vous présente Christine Kamchouan. Alors bonjour les amis de la raison, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est dans des nouveaux locaux et on va s'attaquer à un joli petit papier, un billet on va dire ça, de présentation de Madame Quillet qu'on nous a envoyé. Alors on va voir ce qu'elle nous sort Madame Quillet. J'ai sûrement travaillé avec son frère, on verra ça peut-être un peu plus tard. Dans une société qui ne fait jamais. Bonjour, je m'appelle Lucie Quillet, j'ai 32 ans et je suis ici pour parler de mon livre Le prix à payer, ce que le couple hétéro coûte aux femmes. Alors déjà, le couple hétéro coûte aux femmes. Pourquoi le couple hétéro? Je comprends pas en fait. Très cher d'être une femme en couple hétéro. En fait, quand les femmes parlent de ce qu'elles vivent et des inégalités qu'elles subissent, on les renvoie toujours à leur subjectivité. On leur dit non, mais c'est ton cas particulier. Ouais, mais excuse-moi, est-ce que c'est pas subjectif effectivement, est-ce que c'est pas subjectif finalement de s'intéresser juste au couple hétéro? Je comprends pas très bien, mais sûrement tu vas nous expliquer, Lucille. Sensible, tu es trop paranoïaque, tu te prends trop la tête. Donc moi, ça m'intéressait de prendre la langue des chiffres, de parler d'argent. Oh, on va commencer à s'aimer toi et moi. Donc oui, effectivement, moi aussi j'adore. Vous pouvez voir justement une vidéo où je parlais justement d'amour et des chiffres. Le fait que finalement un couple, c'est pas que c'est une entreprise, mais vous êtes soit un asset, soit une dette. Et il faut trouver le moyen de finalement trouver cet équilibre où chacun arrive à trouver son épanouissement individuel dans le collectif. Ça rappelle beaucoup la théorie des jeux. Pour qu'on puisse aborder ces inégalités et ces injustices qu'elles vivent à travers le langage rationnel et objectif de l'argent. Alors attention, les chiffres et l'argent, ce sont deux choses différentes. Et je pense que malheureusement, elle va tomber dans des travers, mademoiselle ou madame qui est. Enfin, sûrement mademoiselle. Désolé, mais on verra sûrement. Laissez vos messages en commentaire si vous avez plus d'informations. Parle à tout le monde. Avant le couple, il y a toute la charge esthétique, donc tout ce qu'on fait pour être la bonne candidate au couple hétérosexuel, à commencer par notre apparence. Il y a aussi la charge contraceptive. Mais excuse-moi, mais la charge de beauté, c'est pas nous déjà. C'est pas nous les hommes qui vous forçons à être les plus belles ou de toujours être au top. Je pense que c'est plus lié à l'industrie de la consommation et nous aussi les hommes on en est victimes. Il faut savoir qu'en tant qu'entrepreneur, j'accompagne d'autres entrepreneurs grâce à ma structure Afrisia. Et c'est vrai que notamment, on a vu salon de coiffure, c'est normal, barbeur on a vu, mais maintenant on a tout ce qui est autour du barbeur. On a le soin de la barbe, on a les contours de la barbe, on a des fausses barbes. Et je vais vous dire, on a aussi des fossiles pour hommes. Donc il y a des salons de fossiles pour hommes qui commencent à ouvrir. Que voulez-vous? On prend sur notre dos uniquement et dont bénéficient pourtant aussi les hommes. Alors, la charge contraceptive, oui, les hommes en bénéficient, ok. Et donc, on devrait couper la poire en deux. Ok, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand l'homme aussi achète des préservatifs, qu'est-ce qu'on fait? Et puis, en ce qui concerne la charge contraceptive, si tu parles d'autres comme les pilules, etc., ok, d'accord. Mais si tu as plusieurs partenaires, comment on fait? On divise, c'est quoi? C'est au prorata du nombre de fois qu'on
tu utilises, enfin je sais pas, le terme est totalement inapproprié, je l'ai dit, donc attention, le terme est inapproprié, tout à fait, mais j'essaie de reprendre les propos de Madame Lucille Quillet. Alors comment on fait ça, comment on se répartit ça? Pendant le couple, il y a tout ce qui concerne la répartition du budget, tout l'impact de la vie de couple et familiale avec les tâches domestiques et parentales qui sont assurées majoritairement par les femmes et qui du coup vont avoir des répercussions négatives sur leur carrière et sur leurs revenus. Et puis, effectivement, je pense que bon, là on parle de majoritairement, bon effectivement. De l'autre côté, si on veut jouer sur un peu des préjugés sans donner de chiffres, majoritairement les hommes vont prendre en charge au niveau budgétaire la plus grosse partie des dépenses. Est-ce que c'est équivalent? Est-ce que ça vaut le coup? Après, c'est des théories des jeux à voir. Vous connaissez un peu ma conviction, c'est que finalement on attaque le foyer conjugal. On attaque le foyer familial. Et on essaie de le détruire. Et en le détruisant, en fait, ça favorise tout ce qui est la société de consommation. Déjà, ça fait 2 individus qui sont perdus, c'est-à-dire qu'au lieu de se soutenir, on a 2 individus qui se combattent. Donc on est toujours dans des combats horizontaux et non verticaux. D'accord ? L'oppression, elle vient d'en haut, mais on continue à s'affronter. Hommes contre femmes, noirs contre blancs, arabes musulmans contre chrétiens, ou peu importe, etc. Donc, c'est ridicule, parce que finalement, le combat, il vient d'en haut. Mais bon, ça, c'est une petite aparté. On repart avec Madame Kier. Après le couple, là, c'est le moment de la séparation, que ce soit un divorce ou un veuvage, où les femmes se retrouvent lésées aussi par les logiques et les mécanismes d'État là-dedans. Alors, là, ce qui est bien, c'est qu'elle commence à parler de mécanismes d'État. Mais elle reste toujours sur elle, où les femmes se sentent lésées. Il n'y a pas une seule fois dans son petit dialogue où elle se pose la question, est-ce que les hommes ne sont pas eux aussi lésés? Toujours par ces mêmes institutions. Non, ça ne lui vient pas en tête. Alors, tout ce qu'elle dit, j'ai conscience, je suis issu d'une famille, d'un foyer monoparental, mais de l'autre côté, il faut savoir aussi que les hommes sont lésés, quoi. Vous vous retrouvez finalement, des fois, à payer une pension alimentaire sans avoir la possibilité de voir vos enfants, des fois, vous subissez le déménagement de vos enfants, c'est pas évident. Sans parler des négociations pour les visites, etc. C'est pas évident. Et je pense, encore une fois, que les deux sont lésés toujours par le même système. Première étape, quand on a envie d'être dans un couple hétéro... Elle va arrêter avec son truc de hétéro. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que, en fait, dans son discours, et c'est un discours finalement qui va dans le sens du système, en n'ayant pas d'empathie pour l'homme, déjà le terme hétéro, mais elle le sort à toutes les secondes, toutes les sauces. Donc en gros, elle est un peu, c'est pas anti-hétéro, mais il y a un côté un peu, ça fait chier d'être hétéro. Ok, donc elle va dans le sens du vent. Mais de l'autre côté, elle donne pas la possibilité à l'homme et la femme de se rendre compte que finalement, on est en train de les briser. Non, ça elle donne pas cette possibilité. Justement, elle reste subjective parce qu'elle reste du point de vue des femmes. Mon livre, c'est un livre pour les femmes montrant que c'est dur d'être en couple hétéro. En gros, arrête d'être en couple hétéro, ça sera mieux. Je vois pas en quoi ça sera plus ou moins cher. Ok, au niveau contraceptif, génial, je pense que vous allez pouvoir vous en sortir. Mais les tâches ménagères, le fait qu'il y en ait une qui gagne plus que l'autre, ça ne change pas grand-chose. C'est de correspondre à l'idéal de la femme hétéronormée, donc de correspondre. Oui, vous avez entendu. La femme hétéronormée. Aux critères du male gaze pour une femme. Waouh! Alors là, on te sort des mots uppercut. Hop, c'est parti. Je le connaissais pas celui-là. Ok, donc après féminicide, on a men gaze. Ça va être d'être maquillée, d'être coiffée, d'être apprêtée, d'être épilée, de prendre soin de soi. Ouais, mais ça c'est lié. Est-ce que c'est lié à nous? La plupart du temps, si vous interrogez les femmes, elles vont vous dire qu'elles le font pour elles, pour se sentir plus belles. C'est bien, il faut faire attention, se sentir plus belle. Et donc se sentir plus belle, ça ne veut pas dire se sentir belle ou se sentir... c'est pas être belle, c'est pas... Donc il faut faire très attention avec ces termes où finalement on est très dans l'apparence. De veiller à son poids. Donc en fait c'est un travail constant.
Ok, et vous pensez que vous êtes les seuls à veiller à votre poids, à vouloir vous sentir beau. Non. Et en fait, en faisant ça, elle ouvre des portes déjà ouvertes où elle range les femmes dans sois belle et tais-toi. Et donc, être belle, ça coûte cher. Ok. Et vu qu'elle n'a pas d'empathie pour les hommes, c'est en gros, les hommes, ils n'ont pas besoin. C'est pour ça qu'il y a un déséquilibre. Et donc, les hommes, ils n'ont pas besoin. Donc, en gros, qu'est-ce qui ramène un homme et une femme? Que la femme soit belle et que l'homme, bon, on dit pas là, c'est sous-entendu, mais que l'homme, sa beauté, elle est ailleurs. Hein, c'est sous-entendu. Hein. Chronophage, onéreux. Du coup, moi j'ai estimé à peu près les coûts de l'épilation à l'échelle d'une vie. On est sur plus de 20 000 euros. Avec 20 000 euros, on peut acheter 2 garages et se créer une rente. Donc, je sais plus quoi dire. Donc sur l'échelle d'une vie, on est à 20 000 euros sur l'échelle d'une vie. Alors sur l'échelle d'une vie, on est à 20 000 euros. Alors il y a deux choses qu'il faut que je rappelle à Madame Lucille. Alors si on veut parler finances, les 20 000 euros, on les a pas tout de suite. Si on les avait tout de suite, ok, je suis d'accord. Mais en gros, on va financer ces séances d'épilation au fur et à mesure. Donc, la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Non, je vais emprunter pour faire une épilation au laser. Donc, je vais prendre un prêt conso pour faire une épilation au laser. Et là, elle fait l'économie peut-être facile de 15 000 euros. Okay. Mais ces 15 000 euros, elle les a pas là. Si elle avait ces 15 000 euros sur place, elle n'aurait pas besoin d'emprunter pour faire son épilation laser. Et sûrement, elle aurait pu acheter au moins un garage. Mais ça, c'est ses choix à elle. Donc, l'histoire de 20 000 euros, c'est le prix d'un garage, en gros, c'est une rente, nanana. En fait, c'est totalement faux parce que c'est l'accumulation des paiements de coûts d'épilation dans toute une vie qui vont former 20 000 euros. Mais ça ne veut pas dire que j'ai 20 000 euros au départ. Je ne peux pas aller à ma banque et dire je ne vais pas m'épiler toute ma vie, je vais arrêter de m'épiler. Donc en fait, donnez-moi 20 000 euros. Non, je ne peux pas. Okay. Donc c'est ça la petite nuance. Donc là, elle fait vraiment une erreur un peu de finance. Je ne lui en veux pas. C'est sûrement pas son métier. Et si son frère et qui je pense, peut-être que son frère pourrait lui donner quelques cours de finance. C'est des cours qui sont très importants. Avant même d'être en couple, en fait, dès qu'on a une sexualité active, il y a une charge contraceptive qui est prise en majorité par les femmes. Souvent, on dit que la contraception, c'est une pilule, ça coûte 2 euros, c'est pas très cher et c'est remboursé. C'est faux. Tous les moyens de contraception ne sont pas remboursés. Il y a aussi tout le suivi gynécologique. Effectivement, elle a raison. Qui lui est très cher parce qu'il y a très souvent des dépassements d'honoraires. Je suis d'accord, mais les suivis gynéco, tu les fais que tu aies des relations sexuelles ou pas? Non. Enfin, je pense, je ne suis pas une fille, mais je pense. Pas couvert, mais en fait, le fait de le montrer comme un droit des femmes a fait qu'on a complètement déresponsabilisé les hommes. Pour moi, c'est pas de l'ingérence. Waouh. Ok, on a complètement déresponsabilisé les hommes. En fait, c'est vrai que naturellement, c'est vrai que c'est toi qui es responsable de ton corps. Effectivement, naturellement, la femme a plus d'importance, c'est-à-dire que l'impact d'une relation sexuelle est beaucoup plus importante chez une femme, surtout quand c'est non protégé. Ok, ça on est 100% d'accord. Cependant, au niveau de la contraception, on peut avoir un tas de choses. On a, chez les hommes, l'homme doit aussi s'occuper de lui-même. Il peut lui aussi aller voir un spécialiste pour X ou Y raison, mais attention, ce spécialiste, il ne le voit pas juste parce qu'il a des rapports sexuels. Comme le gynéco, on ne le voit pas juste parce qu'on a une activité sexuelle. Qu'un homme participe à 50% aux frais de contraception dont il bénéficie quand pourquoi 50% déjà, je ne suis même pas sûr que... Imaginons, on est 6. Finalement, tu as des relations avec 6 mecs. Non, il faut faire vraiment des maths si tu veux vraiment faire des maths. Je ne suis pas seul à en bénéficier, ou prouve-moi que je suis le seul. Bon, j'avoue, c'est dur ce que je suis en train de dire, c'est froid, mais quand on y pense, c'est réel finalement. En couple, on se dit qu'on fait des économies d'échelle parce qu'on attendez, j'avoue, c'est très froid. partage un loyer et on
partagent la paire de draps. Souvent, il y a des inégalités encore qui se reproduisent, à commencer par les tâches domestiques. Quand une femme se met en couple, elle prend 7 heures de tâches domestiques hebdomadaires en plus. Quand un homme en perd 2, à l'arrivée d'un enfant, elle en prend encore 5, tandis que l'homme n'en rajoute qu'une. Donc le travail domestique et parental que font les femmes à la place des hommes, ça leur dégage de l'opportunité de temps, d'investissement pour leur carrière, qui elles sont rémunérées par un salaire. Donc très souvent dans les familles... Alors c'est une question qui est vraiment très dure, surtout en couple. Et je vous cache pas, j'ai eu personnellement à avoir ce débat, où à un moment, je me suis dit, bon, écoute, finalement, si toi tu trouves un travail, finalement notre foyer va perdre plus d'argent. Donc on vivait à Londres, elle allait trouver un travail sûrement 20K, la crèche plus la nounou, on était peut-être à 25K annuel. C'est-à-dire qu'on allait perdre 5K parce qu'elle travaille. Mais je veux bien, moi ça me dérange pas. Mais il faut avoir conscience que finalement le fait qu'elle travaille nous fait perdre de l'argent. Mais c'est pas méchant, c'est factuel, c'est les chiffres comme elle aime le dire. Et donc, elle a décidé de ne pas travailler. Bon, ça c'est son choix, hein. C'était pas une question de mathématiques, c'était son choix. Et donc, finalement, mais elle voulait quand même qu'on dépense une partie quand même de frais de garde. Et c'est vrai que c'est pas si évident à Londres. Et en gros, la phrase est sortie, oui, mais tu ne me payes pas pour garder les enfants. Effectivement. Et donc, j'ai dû comment dire, j'ai dû m'exécuter. Non, en fait, il ne s'agit pas de moi, mais il s'agit d'un de mes amis, mais qui a dû s'exécuter. Quand il m'a raconté ça, j'étais choqué au départ, mais je relativise. Finalement, c'est pas si dramatique que ça. Le problème, c'est quand, finalement, on abuse de ça. Et si votre mari a les moyens, finalement, soit de perdre de l'argent en vous laissant travailler, ou même, finalement, de vous substituer, parce que c'est ça qu'elle dit, parce que sous-entendu, elle va faire plus de tâches, mais vous, ça vous dégage du temps sur lequel vous allez travailler plus, avoir plus d'opportunités et être rémunéré. Donc, implicitement, moi, je ne suis pas rémunéré à faire le ménage ou à m'occuper de tes enfants. Soit. Et donc, vous imaginez, si on commence à réfléchir comme ça, finalement, j'ai besoin d'une femme de ménage pour faire le ménage, une femme qui fasse la cuisine, enfin, une cuisinière qui me fasse à manger, quoique j'ai Uber Eats, hein, et j'ai besoin de quoi? Une garde d'enfants. Ok. Et donc peut-être aussi que l'homme, peut-être qu'il préfère ça, s'il regardait que les chiffres, à une relation peut-être compliquée avec des hauts et des bas. Et des bas dans tous les sens. Okay. Donc il faut faire très attention à ce qu'on veut. Partition un peu genrée qui se fait, où on se dit la femme fait plus de tâches domestiques, elle va plus s'occuper des enfants, elle va plus adapter sa carrière à celle de son conjoint, mais dans les faits, le conjoint dépense plus pour la famille, donc ça se vaut. Donc souvent, là, c'est la petite phrase que je vous ai sortie, donc ça va. Je reste dans un raisonnement assez, j'allais dire, commun. Même s'il dépense plus pour sa famille, il va avoir son évolution de salaire, son évolution professionnelle, ses droits à la retraite, ses droits au chômage en son seul nom. Tandis qu'une femme qui se passe... Waouh, là, elle s'attaque au dur, donc en son seul nom. Donc, alors, tu nous dis que les couples hétéros, c'est dur. Donc peut-être que le mariage pourrait être une solution, non? Partielle qui adapte sa carrière, qui refuse une promotion ou qui devient mère au foyer, elle n'a aucun droit en son nom propre. Ce travail-là, domestique et parental, ce travail-là qui est donné pour la famille n'est absolument pas reconnu par l'ensemble de la société et par l'État. Donc moi, c'est pour ça que... C'est bien parce qu'au moins, contrairement à mon amie, là, elle accuse la société et l'État. Elle n'accuse pas son mari de ne pas la payer. Plaide pour un salaire domestique pour les femmes qui passent à temps partiel ou les mères au foyer. En fait, il y a une répartition très genrée aussi au sein du couple des dépenses qui est défavorable aux femmes. Vu qu'elles gèrent la plupart des tâches domestiques, en fait, elles vont aussi gérer tout ce qui est courses alimentaires, fournitures pour les enfants, toutes les petites choses du quotidien qui ne sont pas valorisées et dont le coût global est souvent sous-estimé. À l'inverse, les hommes vont beaucoup plus s'occuper. Quand tout s'est arrêté, des gros postes de
dépenses qui sont valorisées, qui sont durables, dont le montant est inscrit, donc à savoir les impôts, acheter la voiture, payer les vacances, toutes ces choses qui vous font briller dans un repas en Waouh. famille, alors que voilà. Alors, je sens qu'il y a beaucoup d'aigreur. J'ai l'impression il y a beaucoup de cicatrices et qui sont encore ouvertes. Donc, toutes ces choses qui vont font briller dans un repas entre amis. Quand je suis entre amis, je suis pas en train de dire ouais, j'ai payé X et Y ou Z. Et d'ailleurs, j'ai même pas ce rapport de force. C'est toi qui étais peut-être dans une relation un peu toxique où finalement tu te faisais allumer à chaque repas. Mais non, enfin, je veux dire, on n'est pas tous comme ça, quoi. Quand on parle des paquets de boulgour qu'on a achetés, ça n'impressionne personne. Et ça aussi, cette répartition, ça laisse les femmes au moment d'une rupture. Quand on dit, mais moi j'ai payé les courses alimentaires pendant 15 ans, mais qu'en face on a un conjoint qui dit, moi j'ai payé les impôts et acheté 2 voitures, ça ne fait pas le poids. En fait, dans beaucoup de couples, les femmes ont envie de défendre leur honneur et de prouver qu'elles ne sont pas entretenues et qu'elles sont émancipées en faisant 50-50 avec leur conjoint. En fait, Waouh, elle va loin. Alors, elle me tue, elle me tue. Donc, alors c'est assez marrant parce qu'au début, elle a un discours assez, comme c'est dans le sens du courant, anti-couple hétéro. Ok, bon, d'accord. Et puis là, maintenant, elle dit ouais, mais les femmes, il faut arrêter de toujours vouloir faire 50-50, nanani. Il faut savoir que les problèmes dont elle parle, ils ne sont pas associés au couple hétéro. Mais il y a une volonté dans son discours de genrer le discours. C'est très en vogue, mais on voit bien que vous avez la même chose dans tout type de couple. Enfin, est-ce qu'on fait 50-50 ou pas? Et là, elle est en train de dire non, la société vous pousse à faire 50-50 parce que vous êtes des femmes libres. Non, ne le faites pas. Vous ne faites pas 50-50. Alors d'accord, vous ne faites pas 50-50 en ce qui concerne les dépenses, ok, je comprends. Donc on est d'accord, à un moment, cet équilibre il se fait autrement. Et donc finalement, le fait qu'elle fasse plus de tâches ménagères, ben, peut-être qu'il y a un sens derrière tout ça, non? hyper injuste de faire 50-50 dans une société qui ne fait jamais. Comment est-ce que ça peut être juste de faire 50-50 quand il y a 42% d'écart de revenus en moyenne au sein d'un couple, quand il y a 25% d'écart de salaire en moyenne? Au sein d'un couple, pour une fois, elle n'a pas utilisé le genre. Entre les hommes et les femmes, on a été éduqués dans l'idée que l'argent, c'était une prérogative masculine, que c'était un signe de virilité, que c'était le devoir de l'homme d'apporter l'argent dans la famille. Alors oui, elle oublie la fin de l'histoire. L'homme apportait l'argent et la femme, c'était le comptable du foyer. Donc il y avait ce socle familial. Le genre apporte l'argent, elle gère. Et là, il y avait une balance aussi. Femme qui va parler d'argent et valoriser sa réussite, on va considérer que c'est une femme qui n'a pas compris ce qui était le plus important dans la vie, à savoir être en couple et... Je pense qu'elle a mangé beaucoup de torpilles en fait. Je pense qu'il y a beaucoup d'aigreur dans son livre. C'est une colère interne. Elle n'essaye pas de résoudre les problèmes des autres, elle essaye de résoudre ses problèmes. Voir des enfants que je trouve profondément injuste, c'est que les femmes en fait créent. D'ailleurs, Lucille, n'hésite pas à me contacter si tu veux qu'on ait un échange face-to-face. Regardez, avant la rupture aussi, on a quand même pas mal d'événements sur le sujet. Grande valeur, dont elles ne détiennent pas les fruits dans leurs mains, qui bénéficient à la société et à leur conjoint, mais on va leur dire qu'elles sont entretenues, qu'elles sont dépendantes, qu'elles ne gagnent pas beaucoup d'argent et qu'elles sont nulles en argent. Il est temps de lever cette hypocrisie autour des femmes et de l'argent. Elles créent une grande valeur. Elles en sont tout à fait capables et il est temps de leur rendre ce pouvoir-là. Alors, juste un truc. Alors, on est passé des chiffres à l'argent très très rapidement. Donc, on a parlé longtemps d'argent. Et maintenant, elle parle de grande valeur. Donc, elle parle de notre système de valorisation. Et c'est dommage parce qu'elle est restée très unidimensionnelle pendant tout l'interview, enfin, au sujet de l'argent. Et puis, elles mettent, oui, elles peuvent gérer de l'argent, ce qui leur donne de la valeur. Il faut savoir qu'avant, elles géraient l'argent. C'est aujourd'hui, avec tous ces trucs un peu féministes, bah, finalement, comme tu vas travailler, bah, tu vas gérer ton propre argent. Et le mec aussi va gérer son propre argent. Et c'est vrai qu'à la maison, c'est la guerre pour les tâches. Alors, la cuisine, il y a Uber Eats. Chercher les enfants, bah, il y a une garde d'enfants qui va chercher les enfants. Il y a peut-être une aide à domicile qui fait le ménage. Et on se retrouve finalement avec une famille totalement décomposée. Et vous voyez bien que en rentrant du travail, tous les deux, bah,
les conflits ne trouvent pas forcément d'apaisement parce qu'il n'y en a pas un qui est pour recevoir la frustration de l'autre. Quand je dis recevoir, c'est pouvoir l'apaiser. Chacun vient avec sa frustration et puis ça fait des étincelles. C'est pas être radin, c'est en fait juste avoir le sens de la justice sociale. Mais en fait, il n'y a aucune raison que les femmes délèguent ce pouvoir-là. Il faut qu'elles le retrouvent et qu'elles le maîtrisent. Au final, Lucille, je ne sais quoi penser, mais n'hésite pas à aller voir un spécialiste ou parler de ton ancienne relation. Voilà. En tout cas, entre-temps, prenez soin de votre conscience et on dit à très bientôt.